Si tu es là, c'est peut-être parce que tout s'écroule autour de toi. Ton job vient de disparaître, ta relation est en miettes, ton compte en banque te fait peur, ou peut-être que c'est juste cette sensation écrasante que le monde entier conspire contre toi. Tu te sens coincé, impuissant, comme un pion sur un échiquier où tu ne choisis jamais ton prochain coup. Toutefois. Et voici ce que personne ne te dit. Cette crise que tu traverses, ce chaos qui te submerge, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver. Pas parce que la douleur est belle, mais parce que c'est dans le feu que l'acier se forge. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui transforme la sagesse antique en outil de survie moderne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi les circonstances n'ont jamais eu le pouvoir que tu leur donnes. Je vais te montrer comment les plus grandes figures de l'histoire ont transformé leurs pires moments en tremplin vers la grandeur. Si tu en as marre d'être ballotté par les événements, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie même quand tout semble hors de contrôle, alors reste jusqu'au bout. Et si ce message résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Nous sommes une armée silencieuse qui refuse d'être victime des circonstances. Rejoins-nous. Voici la vérité brutale que personne n'ose dire. Tu es l'otage volontaire de tes circonstances. Personne ne te garde en captivité sauf toi-même. Cette prison que tu habites, tu l'as construite brique par brique avec tes croyances, tes excuses, tes « je ne peux pas parce que ». Les circonstances ne sont que le décor. Toi, tu es l'acteur qui a oublié qu'il jouait un rôle. Les stoïciens avaient compris ça il y a 2000 ans. Marc Aurèle gouvernait l'Empire romain pendant une période de guerre constante, de peste dévastatrice, de trahison politique. Épictète était un esclave, littéralement enchaîné, sans aucune liberté physique. Sénèque a été exilé, condamné à mort, forcé de se suicider. Pourtant, ces hommes ont écrit les textes les plus puissants sur la liberté intérieure jamais créée. Comment est-ce possible? Parce qu'ils avaient compris la distinction fondamentale que toi, tu ignores encore. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. C'est tout. Cette simple division change absolument tout. Les circonstances ne dépendent pas de toi. L'économie s'effondre, les gens te trahissent, la maladie frappe, les plans échouent. Tout ça, c'est hors de ton contrôle. Mais ta réponse, ton interprétation, ton attitude, tes actions, ça, c'est ton territoire. C'est le seul endroit où tu es vraiment souverain. Ton cerveau déteste cette vérité. Il préfère croire que si seulement les circonstances changeaient, tu serais heureux. Si seulement tu avais plus d'argent, un meilleur partenaire, un autre job, un autre corps. Cette pensée te maintient dans l'impuissance permanente parce que tu places ton bonheur dans des choses que tu ne contrôles pas. La crise que tu traverses maintenant n'est pas ton problème. Ton problème, c'est ton refus d'accepter la crise. Tu gaspilles une énergie monumentale à résister à ce qui est déjà là. C'est comme essayer de repousser une vague avec tes mains. La vague s'en fout. Elle arrive quand même. Mais toi, tu t'épuises dans cette résistance futile. Les circonstances sont neutres. Complètement, totalement neutres. Ce sont des faits bruts sans signification intrinsèque. C'est ton interprétation qui leur donne du pouvoir. Perdre ton job n'est ni bon ni mauvais. C'est un événement. Point. Mais ton cerveau se précipite pour créer une histoire. C'est terrible, je suis un échec, ma vie est finie. Cette histoire, pas l'événement, c'est ce qui te détruit. Imagine deux personnes qui perdent leur emploi le même jour. La première s'effondre, panique, se voit déjà à la rue. La seconde voit une opportunité, un reset forcé, une chance de changer de direction. Même événement, deux réalités complètement différentes. La différence n'est pas dans les circonstances, elle est dans l'interprétation. Ton cerveau est une machine à créer du sens. Il ne peut pas supporter le vide. Alors il remplit chaque événement avec une interprétation, souvent catastrophique. Cette tendance vient de l'évolution. Nos ancêtres qui imaginaient le pire et se préparaient survivaient plus souvent. Ceux qui étaient optimistes se faisaient manger par des prédateurs. Tu descends de pessimistes anxieux. C'est pour ça que ton cerveau par défaut voit le danger partout. Mais maintenant, cette programmation te sabote. Tu n'es plus traqué par des prédateurs. Les vraies menaces sont rares. Pourtant ton cerveau traite un email pas répondu comme une menace mortelle. Il active le même système d'alarme pour un regard bizarre que pour un lion qui charge. Voici ce qui est fascinant. Les moments où tu te sens le plus prisonnier des circonstances sont souvent les moments où tu as le plus de choix. Tu penses que tu n'as pas le choix de rester dans ce job que tu détestes, mais c'est faux. Tu as le choix. Ce que tu n'as pas, c'est un choix facile ou sans conséquence. Ça, c'est très différent. Tu confonds « je n'ai pas le choix » avec « je n'aime aucune de mes options ». Mais même si toutes tes options sont merdiques, tu as encore le pouvoir de choisir. C'est ça, la liberté stoïcienne. Pas l'absence de contraintes,
mais le pouvoir de choisir ta réponse malgré les contraintes. Viktor Frankl, dans les camps de concentration nazis, a observé quelque chose d'extraordinaire. Même là, dans l'enfer absolu, certains prisonniers gardaient leur dignité, partageaient leur dernier morceau de pain, refusaient de devenir des animaux. D'autres s'effondraient mentalement bien avant que leur corps ne lâche. Même circonstance extrême, réponse radicalement différente. Sa conclusion, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside ta liberté. Les circonstances sont le stimulus. Ta réaction est la réponse. L'espace entre les deux, c'est ton humanité, ta liberté, ton pouvoir. Mais ton cerveau veut éliminer cet espace. Il veut que tes réactions soient automatiques. Quelqu'un te critique, tu te défends instantanément. Un problème survient, tu paniques immédiatement. Pas d'espace, pas de choix, juste une réaction mécanique. Tu deviens un robot émotionnel programmé par tes expériences passées. La pratique stoïcienne consiste à élargir cet espace, à créer un délai entre ce qui t'arrive et comment tu y réponds. Ce délai, c'est ton terrain de jeu. C'est là que tu peux choisir qui tu veux être face à cette situation. Ton cerveau va résister. Il va te dire que certaines situations exigent une réaction immédiate, que réfléchir, c'est de la faiblesse, que la colère est justifiée. Toutes ces voix, ce sont les programmes automatiques qui veulent garder le contrôle. Ne les crois pas. Les crises révèlent qui tu es vraiment. Quand tout va bien, n'importe qui peut être vertueux. C'est facile d'être patient quand tout fonctionne, généreux quand tu as l'abondance, courageux quand il n'y a pas de danger. Mais la crise arrache tous les masques. Elle expose ta vraie nature. C'est terrifiant parce que souvent, tu ne t'aimes pas ce que tu vois. Tu te découvres égoïste, lâche, petit. Mais voici la beauté de cette découverte. Maintenant tu sais où travailler. La crise t'offre un miroir brutal mais honnête. Les stoïciens cherchaient activement l'inconfort. Sénèque dormait sur un lit dur, portait des vêtements simples, jeûnait régulièrement. Pas par masochisme, mais pour s'entraîner. Il voulait que son cerveau comprenne qu'il pouvait survivre à l'inconfort. Que le luxe n'était pas nécessaire au bonheur. Tu fais l'inverse. Tu cherches constamment le confort. Tu évites toute difficulté. Résultat, ton cerveau devient de plus en plus fragile. La moindre contrariété devient une catastrophe. Tu deviens dépendant de conditions parfaites pour fonctionner. Et quand la vie, inévitablement, devient difficile, tu t'effondres. L'antifragilité, c'est cette qualité de devenir plus fort face au stress. Tes muscles ne grandissent pas dans le confort, mais quand tu les stresses en soulevant des poids. Ton système immunitaire ne se renforce pas dans un environnement stérile, mais en étant exposé à des pathogènes. Ton caractère aussi a besoin de stress pour se développer. Chaque crise est une salle de gym pour ton âme. Chaque difficulté est une répétition. Tu peux voir la crise comme une punition injuste ou comme un entraînement intense. La différence est juste dans ton regard. Ton cerveau déteste cette idée. Il veut croire qu'il mérite le confort, la facilité, le succès sans effort. C'est le mensonge moderne. On te vend l'idée que la vie devrait être facile, que tu mérites le bonheur sans combat. Bullshit total. La vie est difficile. Pour tout le monde. Personne n'échappe à la douleur, à la perte, à la difficulté. La seule différence est dans la réponse. Certains sont brisés par les épreuves. D'autres sont forgés par elles. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Ça semble mystique, mais c'est profondément pratique. La chose qui bloque ton avancée est exactement ce que tu dois affronter pour avancer. Tu ne peux pas contourner tes peurs, tes limites, tes faiblesses. Tu dois passer à travers. Pense à ta plus grande croissance personnelle. Elle n'est pas venue d'un moment facile, n'est-ce pas? Elle est venue d'une rupture déchirante, d'un échec humiliant, d'une perte douloureuse. Les moments qui t'ont le plus fait grandir sont aussi les moments que tu voudrais effacer. Cette contradiction est au cœur de l'expérience humaine. Ce que tu veux éviter est souvent ce dont tu as le plus besoin. Ton cerveau cherche le plaisir et évite la douleur, mais la croissance vit dans l'inconfort. Si tu regardes en arrière, tu verras que les périodes de ta vie où tout était facile sont aussi les périodes où tu as le moins évolué. Tu stagnais dans le confort. Peut-être que tu étais heureux, mais tu n'étais pas vivant. Pas vraiment. Tu étais en mode automatique, répétant les mêmes patterns. Les crises forcent le changement. Elles détruisent tes routines confortables, tes certitudes rassurantes, tes illusions de contrôle. C'est violent, c'est douloureux, mais c'est aussi l'opportunité de reconstruire quelque chose de meilleur. Ton identité est plus flexible que tu ne le penses. Tu t'accroches à cette image de qui tu es, mais cette image est juste une histoire que tu te racontes.
Je suis quelqu'un qui fait ça, qui ne peut pas faire ça, qui est comme si. Toutes ces définitions limitent ton potentiel. La crise détruit ton identité. Elle te force à admettre que tu n'es pas qui tu pensais être. Ton histoire sur toi-même ne fonctionne plus. C'est terrifiant parce que maintenant, qui es-tu? Mais c'est aussi libérateur parce que maintenant, tu peux devenir n'importe qui. Épictète était esclave. Son identité entière était définie par sa servitude. Puis il a gagné sa liberté. Il aurait pu continuer à se voir comme une victime, à ruminer l'injustice de son passé. Au lieu de ça, il a utilisé son expérience de l'absence totale de liberté extérieure pour développer une philosophie de la liberté intérieure absolue. Sa logique était implacable. Si je pouvais être libre mentalement quand j'étais enchaîné physiquement, alors personne ne peut jamais me voler ma liberté réelle. Les circonstances extérieures ne peuvent pas toucher mon esprit sauf si je leur en donne la permission. Tu donnes cette permission constamment. Quelqu'un dit quelque chose de blessant et tu rumines pendant des jours. Tu leur as donné un accès gratuit à ton espace mental. Un événement extérieur devient une obsession intérieure. Tu as ouvert la porte et invité la souffrance à s'installer. Les stoïciens recommandaient un exercice simple mais puissant, la préméditatio malorum, la méditation sur les malheurs. Chaque matin, visualisez ce qui pourrait mal tourner. Pas pour être pessimiste, mais pour être préparé. Pour enlever le choc de la surprise. Ton cerveau panique face à l'inattendu. C'est le sentiment d'être pris au dépourvu qui crée la peur. Mais si tu as déjà imaginé le pire scénario, accepté sa possibilité, réfléchis à comment tu y ferais face. Alors quand il arrive, c'est juste l'exécution d'un plan. Ça semble morbide, mais pense à comment tu te prépares pour d'autres choses. Tu as une assurance pour ta voiture parce que tu acceptes la possibilité d'un accident. Tu as un plan d'évacuation parce que tu acceptes la possibilité d'un incendie. Pourquoi ne pas avoir un plan pour les catastrophes émotionnelles et psychologiques? La plupart des gens évitent de penser aux choses terribles. Ils croient que l'ignorance est un bouclier. Mais l'ignorance te rend vulnérable. Quand la catastrophe frappe, tu n'as aucun cadre de référence. Tu paniques, tu t'effondres, tu deviens dysfonctionnel. Visualise perdre ton job. Vraiment, comment survivrais-tu? Quelles seraient tes options? Qui pourrais-tu appeler? Qu'est-ce que ça révélerait sur ta situation actuelle? Maintenant, cette possibilité perd son pouvoir paralysant. Ce n'est plus l'inimaginable, c'est juste un scénario parmi d'autres. Ton cerveau résiste parce qu'il confond acceptation et invitation. Accepter qu'une chose puisse arriver n'est pas l'inviter à arriver. C'est juste être réaliste sur la nature de la vie. Les choses merdiques arrivent. Aux gens bien, aux gens prudents, aux gens qui ne le méritent pas. La vie ne distribue pas les difficultés selon un système de mérite. Cette idée du karma, que tu obtiens ce que tu mérites, c'est une fiction confortable. Elle te permet de croire que si tu es bon, rien de mal ne t'arrivera. Mais observe le monde. Les bons souffrent. Les méchants prospèrent souvent. Le cancer frappe l'athlète et l'alcoolique. La vie n'est pas juste. Elle n'a jamais promis de l'être. Les stoïciens ne cherchaient pas la justice cosmique. Ils cherchaient la paix intérieure malgré l'injustice cosmique. C'est une distinction cruciale. Tu ne peux pas contrôler si le monde est juste. Tu peux seulement contrôler si tu es juste. Ta quête de justice externe te maintient dans une colère perpétuelle. Parce que le monde ne sera jamais juste. Jamais. Des innocents souffriront, des coupables s'en sortiront. Tu peux hurler à l'injustice ou tu peux te concentrer sur être juste dans tes propres actions. Ça ne veut pas dire accepter l'injustice passivement. Au contraire. Mais ta motivation change. Tu ne combats plus l'injustice parce que tu es en colère contre le monde. Tu la combats parce que c'est la chose juste à faire, indépendamment du résultat. Cette nuance est énorme. Combattre par colère t'épuise et te rend amer. Combattre par principe te donne une énergie durable. Parce que ton bien-être ne dépend plus de gagner. Il dépend de rester aligné avec tes valeurs. Les circonstances vont tester tes valeurs. C'est facile d'être honnête quand ça ne coûte rien. Mais quand l'honnêteté signifie perdre de l'argent, perdre des opportunités, être jugé, là, tu découvres si cette valeur est vraiment la tienne ou juste une pause. La crise est un détecteur de bullshit. Elle révèle le fossé entre qui tu prétends être et qui tu es vraiment. Ce fossé, c'est ta zone de travail. Réduire cette distance entre ton idéal et ta réalité, c'est le projet d'une vie. Marc Aurèle avait le pouvoir absolu. Il pouvait faire exécuter n'importe qui, prendre n'importe quoi. Pourtant, il s'imposait une discipline stricte. Il se levait tôt, travaillait dur, vivait simplement. Pas parce qu'il devait, mais parce qu'il avait choisi. C'est ça le vrai pouvoir. Pas faire ce que tu veux, mais vouloir ce que tu fais.
Tu cherches la liberté en éliminant les contraintes. Mais la vraie liberté vient de choisir volontairement des contraintes qui te servent. Choisir de te lever tôt, de t'entraîner, de manger sainement, de lire, d'apprendre. Personne ne t'oblige. Tu choisis ces contraintes parce qu'elles construisent la personne que tu veux devenir. Les circonstances imposent des contraintes involontaires. La maladie, la pauvreté, les responsabilités. Tu ne peux pas les éliminer. Mais tu peux choisir comment tu y réponds. Tu peux choisir de voir ces contraintes comme des prisons ou comme des structures qui forcent ta créativité. Pense aux plus grandes innovations de l'histoire. Beaucoup sont nés de contraintes sévères. Les premiers ordinateurs ont été développés pendant la guerre avec des ressources limitées. Les meilleurs musiciens de jazz improvisent dans le cadre strict de leur genre. Les contraintes ne tuent pas la créativité, elles la forcent. Ta vie actuelle est pleine de contraintes. Tu as peut-être un budget limité, un temps limité, des obligations familiales, des problèmes de santé. Tu peux passer ta vie à te plaindre de ces limites ou tu peux apprendre à danser avec elles. La danse est une métaphore parfaite. Un bon danseur ne combat pas la musique, il s'y adapte. Il ne peut pas changer le tempo, le rythme, la mélodie. Mais il peut choisir comment il bouge dans ce cadre. Ta vie est une danse avec les circonstances. Tu ne choisis pas la musique, mais tu choisis tes mouvements. Ton cerveau veut que la musique s'arrête, que les contraintes disparaissent, que tout devienne facile. Mais la musique ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours quelque chose. Si ce n'est pas l'argent, c'est la santé. Si ce n'est pas la santé, c'est les relations. Il y a toujours une nouvelle contrainte, un nouveau problème. L'attente que les circonstances deviennent parfaites avant de commencer à vivre est une forme de suicide lent. Tu mets ta vie en pause en attendant un moment qui ne viendra jamais. Pendant ce temps, la vie passe. Les années s'écoulent. Et tu réalises trop tard que tu as gaspillé ton existence à attendre des conditions idéales. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que maintenant. Ce moment imparfait, chaotique, inconfortable. C'est tout ce que tu as. Tu peux attendre demain ou tu peux commencer aujourd'hui avec tout son désordre. Les stoïciens avaient une pratique appelée memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ça semble morbide, mais c'est profondément libérateur. Si tu savais que tu allais mourir demain, est-ce que tu passerais aujourd'hui à te plaindre de tes circonstances? Ou est-ce que tu vivrais pleinement malgré elles? La mort est la contrainte ultime, non négociable. Elle arrive pour tout le monde. Riche, pauvre, jeune, vieux. Personne n'échappe. Cette égalité face à la mort met tout le reste en perspective. Tes problèmes actuels, aussi réels soient-ils, sont temporaires. La mort est permanente. Cette pensée peut paralyser ou libérer. Si tu la vois comme une menace, elle crée de l'anxiété. Si tu la vois comme un rappel, elle crée de l'urgence. Une urgence saine qui dit « Je n'ai pas de temps à gaspiller dans des drames inutiles, dans la victimisation, dans l'attente de conditions parfaites. » Tu vas mourir. Peut-être dans 50 ans, peut-être demain. Tu ne sais pas. Personne ne sait. Alors pourquoi vis-tu comme si tu avais tout le temps du monde? Pourquoi remets-tu à plus tard ce qui compte vraiment? Pourquoi laisses-tu les circonstances dicter si tu es heureux ou non? La vraie question n'est pas « pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» mais « comment vais-je utiliser ce qui m'arrive ?» La première question cherche une justification cosmique qui n'existe pas. La seconde cherche une action pratique qui est toujours possible. Viktor Frankl a transformé son expérience dans les camps en une contribution majeure à la psychologie. Stephen Hawking, paralysé par la maladie, a révolutionné notre compréhension de l'univers. Helen Keller, sourde et aveugle, est devenue une icône de la persévérance. Même circonstances catastrophiques, transformation en contribution unique. Tu n'as pas besoin de sauver le monde. Mais tu peux utiliser ce qui t'arrive pour devenir plus sage, plus fort, plus compassionnel. Chaque difficulté est un matériau brut. Tu peux le laisser rouiller dans un coin ou tu peux le forger en quelque chose d'utile. Ta douleur peut devenir de la compassion pour d'autres qui souffrent. Ton échec peut devenir une leçon pour ceux qui suivent. Ta lutte peut devenir une inspiration pour ceux qui doutent. Rien n'est gaspillé sauf si tu choisis de le gaspiller. Mais voici le piège. Tu ne peux pas transformer ta douleur en contribution si tu restes coincé dans l'histoire de ta victimisation. Tant que tu te vois comme la victime des circonstances, tu restes impuissant. La victimisation est une identité confortable parce qu'elle élimine la responsabilité. Si tu es une victime, tu n'as rien à changer. C'est le monde qui doit changer. Le problème, c'est que cette position te maintient dans l'impuissance. Tu attends que le monde change, que les autres changent, que les circonstances changent. Et pendant que tu attends, rien ne bouge dans ta vie.
Accepter la responsabilité est terrifiant. Parce que maintenant, tu ne peux plus blâmer les circonstances. Si ta vie est merdique, c'est en partie sur toi. Pas complètement, les circonstances comptent. Mais ta réponse à ces circonstances, ça c'est sur toi à 100%. Cette distinction est cruciale. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive. Tu es responsable de ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Quelqu'un t'a traumatisé dans ton enfance? Pas ta faute. Mais maintenant, adulte, c'est ta responsabilité de traiter ce trauma. Personne d'autre ne le fera pour toi. Ton cerveau veut externaliser cette responsabilité. Il cherche constamment quelqu'un ou quelque chose à blâmer. Tes parents, ton ex, ton boss, la société, l'économie. Tous ces facteurs peuvent avoir joué un rôle. Mais se concentrer sur eux te maintient dans le passé, dans l'impuissance. Les stoïciens distinguaient entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui n'en dépend pas, tu l'acceptes avec sérénité. Ce qui dépend de toi, tu agis avec courage. Cette division simple élimine 90% de ta souffrance mentale. Sénèque écrivait à un ami qui avait perdu sa fortune. Il ne lui disait pas « c'est injuste » ou « quel malheur ». Il lui demandait « maintenant que c'est arrivé, que vas-tu faire ?» Parce que l'événement est déjà passé. Ruminer sur son injustice ne change rien. La seule question pertinente est « quelle est ma prochaine action ?» Cette orientation vers l'action est le cœur du stoïcisme pratique. Pas la résignation passive, mais l'acceptation active. Accepter ce qui est déjà là pour libérer ton énergie vers ce qui peut être changé. Tu gaspilles une énergie monumentale à résister à des choses qui sont déjà arrivées. La rupture a eu lieu. Le diagnostic est tombé. Le job est perdu. Résister à ces faits ne les change pas. Ça ajoute juste de la souffrance supplémentaire à une situation déjà difficile. La formule stoïcienne est simple. Événement plus interprétation égale émotion. Tu ne contrôles pas l'événement. Tu contrôles ton interprétation. Change ton interprétation, change ton émotion. C'est simple mais pas facile. Ton cerveau a des interprétations automatiques câblées par des années d'expérience. Quelqu'un te critique, ton cerveau interprète automatiquement ça comme une menace existentielle. Quelque chose ne va pas comme prévu, ton cerveau prédit la catastrophe. Ces interprétations automatiques sont rapides et puissantes. Mais elles ne sont pas la vérité. Elles sont juste des hypothèses basées sur ton passé. Tu peux les questionner, les challenger, les remplacer. Pas immédiatement, pas facilement, mais progressivement. Chaque fois que tu remarques une interprétation négative automatique, tu peux te demander « Est-ce que c'est la seule façon de voir ça? Y a-t-il d'autres interprétations possibles? Cette critique pourrait-elle être utile même si elle est mal exprimée? Cet échec pourrait-il m'enseigner quelque chose de précieux? » Tu ne cherches pas à être naïvement optimiste. Tu cherches la flexibilité cognitive. La capacité de voir une situation sous plusieurs angles plutôt que de rester coincé dans une seule interprétation. Les circonstances sont comme un cristal. Vu d'un angle, il peut sembler sombre et opaque. Vu d'un autre angle, il révèle sa beauté et sa clarté. C'est le même cristal, mais ton perspective change tout. Ta perspective actuelle sur ta vie, tes problèmes, tes limites, c'est juste un angle. Ce n'est pas la vérité absolue. C'est une vérité parmi d'autres. Et tu peux choisir de bouger, d'explorer d'autres angles. Mais ton cerveau résiste au mouvement. Il préfère la certitude, même si cette certitude est misérable. Bouger vers une nouvelle perspective crée de l'incertitude. Et ton cerveau déteste l'incertitude plus que la misère. C'est pour ça que tu restes coincé dans des situations merdiques. Pas parce que tu aimes souffrir, mais parce que tu détestes l'incertitude de quitter ces situations. Le connu horrible semble plus sûr que l'inconnu potentiellement meilleur. Cette préférence pour le connu te limite énormément. Elle te maintient dans des relations toxiques, des jobs que tu détestes, des patterns destructeurs. Parce que l'alternative, l'inconnu, déclenche ton système d'alarme. Les stoïciens s'entraînaient à embrasser l'incertitude. Ils pratiquaient régulièrement la privation volontaire pour se rappeler qu'ils pouvaient survivre avec moins. Ils méditaient sur la perte pour réduire leur attachement. Ils voyaient la vie comme un prêt temporaire, pas une possession permanente. Cet détachement n'est pas du nihilisme ou de l'apathie. C'est une reconnaissance de la nature impermanente de toute chose. Tout ce que tu as maintenant, tu le perdras éventuellement. Ton corps, ta santé, tes possessions, tes relations. Tout est temporaire. Soit cette pensée te plonge dans le désespoir, soit elle te libère. Si tout est temporaire, pourquoi t'accrocher si fort? Pourquoi gaspiller ton présent à avoir peur de perdre ce que tu perds inévitablement? Profite de ce que tu as maintenant, pleinement, complètement,
sans l'illusion que ça durera toujours. Aime les gens dans ta vie en sachant qu'un jour ils partiront ou tu partiras. Cette conscience n'empoisonne pas l'amour, elle l'intensifie. Tu passes ta vie à éviter les pertes futures au prix de ne pas vraiment apprécier ce que tu as maintenant. Tu es tellement occupé à protéger ta relation que tu ne la vis pas vraiment. Tellement obsédé par garder ton job que tu oublies de découvrir si tu l'aimes vraiment. Cette peur de la perte future te vole ton présent. C'est l'ultime ironie. Tu essaies de protéger ton futur en sacrifiant ton présent. Mais le futur n'est jamais garanti. Tout ce que tu as, c'est maintenant. Les circonstances changeront. Elles changent toujours. Rien ne reste pareil. La question n'est pas si les choses vont changer, mais comment tu vas t'adapter quand elles le font. Ton adaptabilité est ton plus grand atout. Mais l'adaptabilité requiert de lâcher prise. Lâcher prise sur comment les choses devraient être. Lâcher prise sur tes attentes rigides. Lâcher prise sur ton besoin de contrôle. Ce lâcher prise n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Tu ne peux pas contrôler les vagues, mais tu peux apprendre à surfer. Le surfer ne combat pas l'océan. Il travaille avec lui. Il lit les vagues, anticipe leurs mouvements, s'ajuste constamment. S'il essayait de contrôler l'océan, il se noierait. Ta vie est cet océan. Imprévisible, puissant, indifférent à tes préférences. Tu peux passer ta vie à te plaindre que l'océan ne devrait pas être comme ça, ou tu peux apprendre à surfer. Apprendre à surfer requiert des chutes. Beaucoup de chutes. Tu vas boire la tasse, te faire malmener par les vagues, finir désorienté. C'est inévitable. Mais chaque chute t'enseigne quelque chose si tu fais attention. Tes échecs sont tes meilleurs professeurs. Pas tes succès. Le succès te rend confiant, parfois arrogant. L'échec te rend humble, attentif. Il expose tes angles morts, tes faiblesses, tes illusions. Mais ton cerveau veut éviter l'échec à tout prix. Il préfère l'illusion de la compétence non testée que la réalité de l'incompétence exposée. Alors tu évites les défis, tu restes dans ta zone de confort, tu ne risques jamais vraiment. Cette stratégie d'évitement garantit la stagnation. Tu ne grandis jamais parce que tu ne te testes jamais. Tu restes la même personne, avec les mêmes limitations, année après année. Les stoïciens cherchaient activement les défis. Non pas par masochisme, mais parce qu'ils comprenaient que la vertu se développe sous pression. Le courage n'existe pas sans peur. La patience n'existe pas sans provocation. La compassion n'existe pas sans souffrance. Tes vertus ne sont pas des possessions statiques. Ce sont des muscles qui s'atrophient sans usage. Chaque fois que tu évites une situation difficile, tu affaiblis ces muscles. Chaque fois que tu affrontes la difficulté, tu les renforces. Ta crise actuelle est une opportunité d'entraînement. C'est dur, c'est douloureux, mais c'est exactement le genre de stress dont tes vertus ont besoin pour se développer. Ton courage, ta résilience, ta sagesse, tout s'agrandit dans l'adversité. Mais si tu passes la crise en mode victime, en te plaignant de l'injustice, en cherchant quelqu'un à blâmer, tu gaspilles l'opportunité. La douleur est là de toute façon. La question est, vas-tu payer ce prix pour rien ou vas-tu en tirer quelque chose de valeur? Le concept bouddhiste de la deuxième flèche illustre ça parfaitement. La première flèche est l'événement douloureux. Tu ne peux pas l'éviter. La deuxième flèche est ta réaction à l'événement. C'est là que tu as le choix. Quelqu'un te blesse. C'est la première flèche. Tu rumines pendant des semaines. Tu te vois comme une victime. Tu pourris ta vie avec du ressentiment. C'est la deuxième flèche. Tu te l'infliges toi-même. La première flèche fait mal. Mais c'est la deuxième qui crée la vraie souffrance durable. Et la deuxième flèche, tu es le seul à pouvoir l'éviter. Personne d'autre ne peut te forcer à ruminer, à ressasser, à nourrir ton ressentiment. Ton cerveau va argumenter qu'il a le droit d'être en colère, que ta douleur est légitime. Oui, ta douleur est légitime. Mais nourrir cette douleur avec des pensées répétitives, c'est ton choix. Un choix qui te blesse plus que l'événement original. Marc Aurèle répétait constamment dans ses méditations « Tu as le pouvoir de ne pas avoir d'opinion ». C'est un rappel radical. Face à n'importe quelle situation, tu peux choisir de ne pas avoir d'opinion forte, de ne pas juger, de ne pas interpréter, de simplement observer. Cette neutralité volontaire conserve ton énergie, parce que chaque opinion forte, chaque jugement, chaque interprétation demande de l'énergie à maintenir. Si tu as une opinion forte sur tout, tu t'épuises mentalement. Choisis tes batailles. Pas tout ne mérite ton énergie mentale. Pas toute situation demande ton jugement. Parfois, la sagesse est de laisser passer sans réagir. Mais ton cerveau déteste ça. Il veut peser sur tout, avoir une opinion sur tout, juger tout. Cette compulsion vient de l'ego.
L'ego croit qu'il doit avoir une position sur tout pour exister. En réalité, c'est l'inverse. Plus tu lâches le besoin d'avoir une opinion sur tout, plus tu es libre. Libre de l'obligation de défendre tes positions, de prouver que tu as raison, de justifier tes croyances. Les circonstances vont constamment te présenter des opportunités d'être offensé, indigné, blessé. Tu peux saisir chacune de ces opportunités ou tu peux les laisser passer. Chaque fois que tu choisis de ne pas être offensé, tu récupères un peu de pouvoir. Ton offense ne change rien à la situation. Elle ne punit pas la personne qui t'a offensé. Elle ne répare pas le tort. Elle ajoute juste ta propre souffrance à la situation. C'est comme boire du poison et attendre que l'autre meure. La sagesse stoïcienne ne consiste pas à devenir insensible ou apathique. Elle consiste à distinguer entre ce qui mérite vraiment ta réponse émotionnelle et ce qui ne le mérite pas. À économiser ton énergie émotionnelle pour ce qui compte vraiment. Ton énergie émotionnelle est limitée. Si tu la gaspilles sur 1000 petites irritations quotidiennes, il n'en reste plus pour ce qui est vraiment important. Tu deviens émotionnellement épuisé par des choses triviales. Cette conservation d'énergie est stratégique. C'est comme gérer un budget. Si tu dépenses tout sur des achats impulsifs, il ne reste rien pour les investissements importants. Pareil avec ton énergie émotionnelle. Les circonstances vont te tester constamment. Petites irritations, grandes catastrophes, tout le spectre. Ta réponse à ces tests définit ta qualité de vie. Pas les tests eux-mêmes, mais ta réponse. Deux personnes peuvent vivre la même vie externe et avoir des expériences internes radicalement différentes. L'une vit dans un enfer constant de résistance et de plainte. L'autre trouve la paix même dans la difficulté. La différence est entièrement interne. Cette réalité est à la fois terrifiante et libératrice. Terrifiante parce que tu ne peux plus blâmer les circonstances pour ton malheur. Libératrice parce que ton bonheur ne dépend plus des circonstances. Si ton bonheur dépend des circonstances, tu es éternellement vulnérable. Parce que les circonstances changent constamment, souvent hors de ton contrôle. Tu es sur des montagnes russes émotionnelles permanentes, ballottées par des événements externes. Mais si ton bonheur vient de ton attitude, de tes valeurs, de ta philosophie, alors tu as une stabilité. Les circonstances peuvent fluctuer, mais ton centre reste stable. Les stoïciens appelaient ça l'ataraxie, la tranquillité de l'esprit. Pas l'absence d'émotion, mais l'absence de perturbation. Tu peux ressentir de la tristesse, de la joie, de la colère, mais ton centre reste calme. Cette tranquillité n'est pas innée. C'est une compétence développée à travers la pratique répétée. Chaque fois que tu choisis la réponse réfléchie plutôt que la réaction automatique, tu renforces cette compétence. Au début, c'est difficile. Tes patterns automatiques sont forts. Mais avec la pratique, les nouvelles réponses deviennent plus faciles. Les vieux chemins neuronaux s'affaiblissent pendant que les nouveaux se renforcent. Ton cerveau est plastique. Il se reconstruit constamment selon tes patterns d'usage. Si tu pratiques l'anxiété, tu deviens meilleur à l'anxiété. Si tu pratiques la sérénité, tu deviens meilleur à la sérénité. Cette plasticité est ta plus grande opportunité. Peu importe où tu es maintenant, tu peux te reconstruire. Pas du jour au lendemain, pas facilement, mais progressivement, sûrement. Chaque petit choix compte. Chaque moment où tu choisis de ne pas ruminer, de ne pas paniquer, de ne pas te plaindre. Ces moments semblent insignifiants individuellement, mais ils s'accumulent. Ils sculptent lentement une nouvelle version de toi. Les circonstances fournissent le matériau brut. Toi, tu es le sculpteur. Tu ne choisis pas le marbre qui t'est donné, mais tu choisis absolument ce que tu en fais. Tu peux laisser le marbre brut, te plaindre qu'il n'est pas déjà une statue. Ou tu peux prendre le ciseau et commencer à sculpter. Le processus est long, difficile, parfois douloureux. Mais c'est le seul chemin vers la création de quelque chose de beau. Ta vie n'est pas un produit fini. C'est un projet en cours. Un work in progress constant. Il n'y a pas de moment où tu seras terminé, où tout sera parfait, où il n'y aura plus rien à améliorer. Cette réalité frustre ton cerveau. Il veut arriver quelque part, atteindre un état final de perfection. Mais cet état n'existe pas. La vie est mouvement, changement, évolution constante. Accepte que tu seras toujours en construction, que tu auras toujours des défauts, des zones d'ombre, des choses à apprendre. Cette acceptation libère une énergie énorme que tu gaspillais à poursuivre la perfection. Le perfectionnisme est une forme de paralysie. Il te maintient dans l'inaction parce que rien n'est jamais assez bon. Mais la progression requiert l'imperfection. Tu dois être prêt à être mauvais avant de devenir bon. Chaque maître a été un débutant. Chaque expert a été incompétent. La différence entre eux et ceux qui ont abandonné,
C'est la volonté de persister à travers l'incompétence. Ton cerveau veut éviter cette phase d'incompétence visible. Il préfère rester dans des domaines où tu es déjà compétent. Mais cette stratégie limite ta croissance. Tu tournes en rond dans ta zone de confort sans jamais vraiment évoluer. La crise te force hors de ta zone de confort. Elle démantèle tes compétences établies, te confronte à ta vulnérabilité. C'est terrifiant, mais c'est aussi une opportunité rare de vraie transformation. Quand tout va bien, tu n'as aucune raison de changer. Pourquoi changer ce qui fonctionne? Mais quand tout s'effondre, le statu quo n'est plus une option. Tudo é evoluir ou mourir. Cette pression évolutive est inconfortable mais nécessaire. Sans elle, tu resterais coincé dans tes patterns, même destructeurs. La crise est l'univers qui te force à évoluer. Tu peux résister à cette pression et souffrir énormément. Ou tu peux t'y aligner et transformer la pression en propulsion. La différence est dans ton attitude mentale. Si tu vois la crise comme une punition, tu résistes. Si tu la vois comme un test, tu t'engages. Si tu la vois comme un enseignement, tu apprends. C'est la même crise, mais ton frame change tout. Ton frame, ton cadre d'interprétation, est ton pouvoir. Tu ne peux pas changer les événements, mais tu peux toujours changer ton frame. Cette capacité de reframing est peut-être la compétence la plus précieuse que tu puisses développer. Pratique le reframing consciemment. Face à n'importe quelle situation difficile, demande-toi, comment puis-je voir ça différemment? Quelle interprétation alternative est possible? Si cela devait être une opportunité déguisée, quelle serait-elle? Ces questions ouvrent des portes mentales. Elles court-circuitent tes interprétations automatiques et forcent ton cerveau à considérer d'autres possibilités. Au début, ton cerveau résistera. Il préférera son interprétation négative familière. Mais insiste. Force-toi à trouver au moins 3 interprétations alternatives. Pas pour être naïvement optimiste, mais pour développer la flexibilité cognitive. Avec le temps, cette flexibilité devient naturelle. Tu commences à voir automatiquement plusieurs angles. Tu ne restes plus coincé dans une seule interprétation. Cette liberté mentale change complètement ton expérience de vie. Les circonstances restent les mêmes, mais ton expérience devient radicalement différente. C'est comme regarder le même film avec des lunettes différentes. Le film n'a pas changé, mais ce que tu vois a changé. Tout est dans le regard. Les stoïciens le savaient. Ils ont passé leur vie à affiner leur regard, à nettoyer leurs lunettes mentales, à voir les choses telles qu'elles sont plutôt que telles qu'ils craignent qu'elles soient. La réalité brute est souvent neutre. C'est ta couche d'interprétation qui ajoute la charge émotionnelle. Enlève cette couche et tu te retrouves face à des faits simples, sans drame. Par exemple, j'ai perdu mon job. Fait brut. Maintenant ton cerveau ajoute, c'est terrible, je suis un échec, ma vie est finie. Interpretation. Sépare les deux. Le fait est neutre. L'interprétation crée la souffrance. Cette séparation n'est pas facile. Ton cerveau a l'habitude de fusionner les faits et les interprétations. Mais avec de la pratique, tu peux apprendre à les distinguer. Une technique simple, reformule en termes objectifs. Au lieu de « c'est terrible », dis « mon contrat de travail s'est terminé ». Au lieu de « elle me déteste », dis « elle n'a pas répondu à mon message ». Les faits nus, sans dramatisation. Cette reformulation enlève le poison émotionnel. Les faits deviennent gérables. C'est l'histoire dramatique autour des faits qui te paralyse. Ton cerveau aime les histoires dramatiques. Elles sont plus intéressantes que la réalité banale. Alors il transforme chaque événement en drame épique où tu es soit le héros soit la victime. Ces histoires te donnent un sentiment d'importance, même si c'est une importance négative. Ton ego préfère être le protagoniste d'une tragédie que d'accepter que la plupart des événements ne sont pas vraiment sur toi. La vérité, la plupart des choses qui t'arrivent ne sont pas personnelles. Les gens agissent selon leur propre névrose, pas contre toi. Les systèmes dysfonctionnent pour des raisons complexes, pas parce que l'univers te déteste. Mais ton cerveau personnalise tout. Il prend tout personnellement. Cette tendance vient de l'enfance où tu étais effectivement le centre de ton univers. Tes parents réagissaient à toi. Ton monde tournait autour de toi. Maintenant adulte, le monde ne tourne plus autour de toi. Mais ton cerveau n'a pas reçu le mémo. Il interprète encore tout comme si c'était sur toi. Quand ton boss est de mauvaise humeur, ce n'est probablement pas sur toi. Il a ses propres problèmes. Quand quelqu'un te coupe la route, ce n'est pas personnel. Il ne te connaît même pas. Quand tu n'es pas promu, ce n'est peut-être pas un jugement sur ta valeur. C'est peut-être juste la politique d'entreprise ou le budget. Dépersonnaliser libère une énergie énorme. Tu arrêtes de porter le poids du monde sur tes épaules.
Tu réalises que tu n'es pas le centre de l'univers. Et c'est libérateur, pas déprimant. Ton importance n'est pas menacée par cette réalisation. Ta valeur ne diminue pas. Au contraire, tu gagnes de la perspective. Tu vois ta place réelle dans le cosmos, importante pour toi et ceux qui t'aiment, mais pas centrale pour l'univers. Cette perspective stoïcienne était appelée la vue du dessus. Imagine te voir d'en haut, ta ville, ton pays, la planète, le système solaire, la galaxie. Dans cette vue, tes problèmes sont microscopiques. Ce n'est pas pour diminuer ta souffrance. Ta souffrance est réelle pour toi, mais c'est pour te donner une perspective sur son importance cosmique. L'univers est indifférent à tes drames personnels. Cette indifférence peut sembler cruelle, mais elle est libératrice. Parce que ça signifie que tu n'as pas à porter le poids de l'importance cosmique. Tu peux juste vivre ta vie, faire de ton mieux, aimer ceux autour de toi, sans prétendre que c'est la chose la plus importante de l'univers. Les stoïciens pratiquaient cette vue du dessus régulièrement. Marc Aurèle se rappelait qu'il était juste un empereur parmi d'autres, que son règne était un clin d'œil dans l'histoire, que même Rome tomberait éventuellement. Ses pensées n'étaient pas du nihilisme. C'était un antidote à l'ego démesuré. Elle le gardait humble, concentré sur ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment? Pas ce que la société te dit. Pas le succès visible, l'argent accumulé, le statut affiché. Ces choses sont agréables, mais elles sont fragiles. Elles peuvent disparaître du jour au lendemain. Ce qui compte vraiment, ce sont tes vertus. Ta capacité à rester juste quand c'est difficile. Ton courage face à la peur. Ta sagesse dans les décisions. Ta tempérance face aux tentations. Ces qualités, personne ne peut te les voler. Elles sont vraiment tiennes. Les circonstances peuvent te prendre ton argent, ton statut, ta santé. Mais elles ne peuvent pas te prendre ton caractère, sauf si tu le leur donnes. Ton caractère est la seule chose vraiment sous ton contrôle. Alors pourquoi passes-tu ta vie à construire des châteaux de sable? Accumulation de choses fragiles qui seront emportées par la marée. Pendant ce temps, ton caractère, la seule construction durable, reste négligé. Tu investis dans ton apparence, ta carrière, tes possessions. Mais combien de temps investis-tu dans devenir plus sage, plus courageux, plus juste? La plupart des gens passent plus de temps à choisir leurs chaussures qu'à réfléchir à leurs valeurs. Cette inversion des priorités est le cœur de la misère moderne. Tu cours après des choses qui ne peuvent pas te satisfaire durablement. Et quand tu les obtiens, tu réalises qu'elles ne comblent pas le vide. Alors tu cours après la prochaine chose. C'est un tapis roulant hédonique. Chaque acquisition procure un plaisir temporaire qui s'estompe rapidement. Tu retournes à ton niveau de bonheur de base. Parfois même plus bas parce que maintenant tu as de nouvelles anxiétés liées à la protection de ce que tu as acquis. Les stoïciens recommandaient de faire l'exercice inverse. Au lieu d'imaginer ce que tu n'as pas, apprécie ce que tu as comme si tu allais le perdre demain. Parce que c'est vrai. Tu vas le perdre, éventuellement. Regarde les gens dans ta vie comme si c'était la dernière fois. Pas de façon morbide, mais avec présence totale. Cette conversation pourrait être la dernière. Cette étreinte pourrait être la dernière. Comment changerais-tu ton approche si tu savais ça? Tu serais probablement plus présent, plus gentil, plus authentique. Tu dirais les choses qui comptent plutôt que de perdre du temps dans des futilités. Tu ne tiendrais pas de rancune pour des bêtises insignifiantes. Alors pourquoi attends-tu? Pourquoi remets-tu cette qualité de présence à plus tard? Parce que ton cerveau assume qu'il y aura toujours un demain. Mais cette assumption n'est pas garantie. Les stoïciens vivaient chaque jour comme s'il pouvait être le dernier. Pas de façon imprudente ou hédoniste, mais de façon intentionnelle. Si aujourd'hui était mon dernier jour, est-ce que j'aurais des regrets? Est-ce que j'ai vécu selon mes valeurs? Est-ce que j'ai été la personne que je veux être? Ces questions sont inconfortables. Parce que souvent, la réponse est non. Tu as gaspillé la journée dans des distractions, dans des drames inutiles, dans l'évitement de ce qui compte vraiment. Mais voici la beauté. Demain, tu peux recommencer. Chaque matin est une renaissance. Peu importe ce qui s'est passé hier, aujourd'hui est une nouvelle opportunité de vivre intentionnellement. Marc Aurèle commençait chaque journée en se rappelant qu'il rencontrerait des gens désagréables, égoïstes, ingrats. Ça ne semble pas très positif comme pratique matinale. Mais c'était stratégique. En s'attendant au pire, il ne serait pas surpris ou déstabilisé quand ça arriverait. Si tu t'attends à ce que tout le monde soit gentil et raisonnable, la moindre interaction difficile te bouleverse. Mais si tu acceptes d'avance que les gens seront parfois difficiles, tu restes stable. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme préventif. Ton cerveau confond espoir et attente. L'espoir, c'est souhaiter le meilleur. L'attente, c'est compter sur le meilleur.
L'espoir est sain. L'attente crée de la déception. Espère le meilleur, prépare-toi au pire. Cette formule équilibre optimisme et pragmatisme. Tu restes positif, mais tu n'es pas naïf. Tu as un plan B, un plan C. Quand les choses tournent mal, tu n'es pas paralysé. La plupart des gens font l'inverse. Ils s'attendent au meilleur sans préparation. Puis quand la merde frappe le ventilateur, ils paniquent. Parce qu'ils n'ont jamais envisagé cette possibilité. Cette pensée magique est confortable à court terme, mais catastrophique à long terme. Elle te maintient dans une bulle d'illusion qui explose violemment au contact de la réalité. Les circonstances ne se soucient pas de tes illusions. Elles arrivent, indifférentes à tes attentes. Mieux vaut voir le monde tel qu'il est plutôt que tel que tu voudrais qu'il soit. Cette vision claire est rare. La plupart des gens vivent dans un brouillard de désirs, de peurs, de projections. Ils ne voient pas ce qui est. Ils voient ce qu'ils espèrent, ce qu'ils craignent, ce qu'on leur a dit de voir. Les stoïciens pratiquaient une attention rigoureuse à la réalité. Pas la réalité filtrée par les opinions, les jugements, les interprétations. La réalité brute. Qu'est-ce qui est vraiment là, maintenant? Cet exercice est plus difficile qu'il n'y paraît. Ton cerveau ajoute constamment des couches d'interprétation. Tu vois rarement les choses directement. Tu vois toujours à travers tes filtres. Un exemple simple. Tu croises quelqu'un qui ne te salue pas. Fait brut. Cette personne n'a pas fait un geste de salutation. Interprétation automatique. Elle me déteste, elle m'ignore, elle est impolie. Réalité possible. Elle ne t'a pas vu, elle est perdue dans ses pensées, elle a des problèmes de vue. Tu vois comment ton cerveau a sauté instantanément à une interprétation négative? Il a créé toute une histoire à partir d'un fait neutre. Et maintenant cette histoire affecte ton humeur, peut-être ta relation avec cette personne, peut-être ta journée entière. Combien de ta souffrance quotidienne vient de ces histoires que tu te racontes? Combien de conflits naissent de malentendus basés sur des interprétations erronées? Si tu pouvais juste voir les faits sans y ajouter tes histoires, tu éliminerais probablement 80% de ton stress. Mais ton cerveau est un compteur compulsif. Il ne peut pas s'arrêter de créer des narratives. La pratique stoïcienne consiste à remarquer ces narratives sans y croire automatiquement. Ah, voilà mon cerveau qui crée une histoire catastrophique. Observer sans acheter. Tes pensées ne sont pas des faits. Elles sont juste des pensées. Des hypothèses, des théories, des scénarios. Certaines peuvent être vraies, beaucoup sont fausses, la plupart sont impossibles à vérifier. Mais ton cerveau traite ces pensées comme des vérités. Si tu penses « je suis nul », ton cerveau accepte ça comme un fait plutôt que comme une opinion discutable. Il cherche ensuite des preuves pour confirmer cette vérité. C'est le biais de confirmation en action. Ton cerveau devient un détective qui cherche seulement les preuves qui soutiennent sa conclusion préexistante. Il ignore ou minimise les preuves contraires. Si tu crois que tu es nul, tu remarqueras chaque erreur, chaque échec, chaque critique. Tu ignoreras tes succès, tes qualités, tes compliments. Ton cerveau construira un dossier béton pour prouver ta nullité. Mais ce dossier est biaisé dès le départ. C'est une enquête truquée où la conclusion était décidée avant même de regarder les preuves. Les stoïciens recommandaient de challenger tes pensées négatives. Pas pour devenir aveuglément optimiste, mais pour être plus rigoureux intellectuellement. Quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves contraires? Y a-t-il d'autres explications possibles? Ce questionnement socratique expose souvent la fragilité de tes croyances négatives. Elles s'effondrent sous un examen critique. Elles ne survivent que dans le non-dit, dans l'assomption non questionnée. Mais poser ces questions demande de l'énergie. C'est plus facile de croire automatiquement tes pensées. Alors la plupart des gens ne les questionnent jamais. Ils vivent prisonniers de croyances non examinées. Socrate disait que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Ça semble sévère, mais il pointait vers quelque chose de crucial. Si tu ne questionnes jamais tes assumptions, tu vis sur pilote automatique. Tu n'es pas vraiment conscient. La conscience requiert de l'attention. Une attention soutenue, intentionnelle. Pas la distraction perpétuelle qui est devenue la norme moderne. Regarde autour de toi. Combien de personnes sont vraiment présentes? La plupart sont perdues dans leur téléphone, leurs pensées, leurs anxiétés. Physiquement présents, mentalement absents. Tu fais probablement pareil. Combien de fois aujourd'hui as-tu été vraiment ici, maintenant, pas en train de planifier, de ruminer, de scroller, de fuir? Juste ici, conscient de ce moment précis. Ces moments de présence pure sont rares. Ton cerveau préfère vagabonder vers le passé ou le futur. Le présent lui semble ennuyeux parce qu'il est souvent ordinaire. Mais le présent est tout ce qui existe vraiment.
Le passé est un souvenir, le futur est une imagination. Seul maintenant est réel. Et tu le manques constamment parce que tu es ailleurs mentalement. Les stoïciens étaient obsédés par le présent. Pas hier, pas demain. Maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment puis-je répondre à ce moment maintenant? Cette orientation vers le présent élimine beaucoup d'anxiété. Parce que l'anxiété vit dans le futur. Et si ça arrivait? Et si ça ne marchait pas? Toutes ces questions sont sur des événements qui n'existent pas encore. Si tu reviens au présent, la question devient « Que puis-je faire maintenant ?» Souvent, la réponse est simple et gérable. Le futur semble écrasant, mais le présent est juste un moment, une action, une respiration. Décompose le futur en action présente. Au lieu de « je dois perdre 20 kilos », demande « qu'est-ce que je mange maintenant ?» Au lieu de « je dois réussir ma carrière », demande « quelle est la prochaine étape ?» Le futur n'arrive jamais vraiment. Il y a toujours juste maintenant. Quand demain arrive, ce sera encore maintenant. Alors maîtrise maintenant. C'est le seul temps qui existe. Ton cerveau projette dans le futur parce qu'il croit qu'il peut le contrôler par l'inquiétude. Si je m'inquiète suffisamment, je peux prévenir les mauvaises choses. C'est une pensée magique. L'inquiétude ne prévient rien. Elle ne fait que te faire souffrir par anticipation. Tu vis le pire scénario dans ta tête encore et encore, sans qu'il se soit même produit. Marc Aurèle observait que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Combien de choses que tu as redoutées ne se sont jamais produites? Combien de nuits as-tu perdu à t'inquiéter pour des choses qui se sont finalement bien passées? Si tu additionnes toute cette souffrance anticipée et inutile, c'est probablement plus que ta souffrance réelle. Tu as vécu des catastrophes qui n'ont jamais eu lieu. Cette tendance vient de l'évolution. Mieux vaut s'inquiéter pour rien que de manquer un vrai danger. Alors ton cerveau par défaut imagine le pire. C'était adaptatif dans la savane, c'est maladaptatif dans ta vie moderne. Parce que maintenant, les vrais dangers physiques sont rares. Mais ton cerveau continue à activer le même système d'alarme pour des menaces sociales, financières, existentielles qui ne requièrent pas une réponse de survie immédiate. Ton corps ne peut pas distinguer entre un lion qui te charge et un email stressant. Il active les mêmes systèmes, cortisol, adrénaline, tension musculaire. Sauf que face à un email, tu ne peux ni combattre ni fuir. Tu restes juste assis avec toute cette activation physiologique. Cette activation chronique te détruit. Ton système nerveux reste en mode alerte permanent. Ton corps ne se repose jamais vraiment. Tu développes toutes sortes de problèmes de santé liés au stress. Les stoïciens n'avaient pas nos connaissances en neurosciences, mais ils comprenaient intuitivement que l'inquiétude chronique était toxique. Ils développaient des pratiques pour calmer l'esprit. Une de ces pratiques, distinguer entre préoccupation et inquiétude. La préoccupation est productive. Elle identifie un problème et cherche des solutions. L'inquiétude est improductive. Elle tourne en boucle sur le problème sans chercher de solution. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Si tu ne peux rien faire, accepte-le. Cette dichotomie simple élimine la zone grise où vit l'inquiétude inutile. Mais ton cerveau adore cette zone grise. Parce que l'inquiétude donne l'illusion de faire quelque chose. Tu te sens vertueux, responsable, prudent. En réalité, tu te ronges de l'intérieur sans résoudre rien. L'action, même imparfaite, vaut mieux que l'inquiétude parfaitement articulée. Fais quelque chose. N'importe quoi. Prends un petit pas vers la résolution du problème. Souvent, le simple fait d'agir réduit l'anxiété. Parce que maintenant tu n'es plus passif. Tu n'es plus une victime qui attend que les choses arrivent. Tu es un agent actif qui crée des changements. Cette agence, ce sentiment de pouvoir personnel, est crucial pour ton bien-être mental. Les études montrent que ce qui crée le plus de stress n'est pas la difficulté en soi, mais le sentiment de ne pas avoir de contrôle. 2 rats reçoivent des chocs électriques identiques. Un rat a un levier qui arrête les chocs. L'autre rat n'a pas de levier. Le rat avec le levier, même s'il reçoit autant de chocs, développe beaucoup moins de symptômes de stress. Le sentiment de contrôle fait toute la différence. Tu es probablement le rat sans levier. Tu subis les circonstances en te sentant impuissant. Mais en réalité, tu as plus de leviers que tu ne le penses. Tu as juste arrêté de les chercher. Chaque situation a au moins un levier. Peut-être pas pour changer les circonstances, mais pour changer ta réponse. Et c'est suffisant pour restaurer ton sentiment d'agence. Tu ne peux pas contrôler l'économie, mais tu peux contrôler tes dépenses, ton épargne, tes compétences professionnelles. Tu ne peux pas contrôler si les gens t'aiment, mais tu peux contrôler si tu es quelqu'un de digne d'amour. Tu ne peux pas contrôler la maladie, mais tu peux contrôler comment tu prends soin de ton corps.
Ces leviers semblent petits face à l'immensité des circonstances. Mais ils sont réels. Et actionner des leviers réels, même petits, te donne du pouvoir. Le pouvoir stoïcien n'est pas le pouvoir sur les autres ou sur le monde. C'est le pouvoir sur toi-même. Tes réactions, tes choix, tes actions. Ce pouvoir, personne ne peut te le retirer sauf si tu le donnes. Et tu le donnes constamment. Chaque fois que tu réagis automatiquement plutôt que consciemment. Chaque fois que tu laisses les circonstances dicter ton humeur. Chaque fois que tu te vois comme une victime impuissante. Reprendre ce pouvoir ne se fait pas en un jour. C'est un processus graduel de reconquête. Petit à petit, tu récupères des territoires que tu avais abandonnés. Commence par les petites choses. Comment tu commences ta matinée? Ce que tu consommes mentalement. Comment tu parles à toi-même? Ces petits territoires sont gérables. Conquiers-les d'abord. Puis élargis progressivement. Comment tu réagis aux critiques? Comment tu gères les déceptions? Comment tu traites les gens qui te blessent? Territoire par territoire, tu reprends le contrôle. Chaque petit succès renforce ta confiance. Tu réalises que tu n'es pas complètement impuissant. Tu as des capacités que tu avais oubliées ou jamais développées. Cette redécouverte de ton pouvoir personnel est transformative. Tu passes de « je ne peux pas » à « c'est difficile mais possible ». C'est un changement subtil dans le langage, mais radical dans les implications. Ton langage façonne ta réalité. Si tu dis constamment « je ne peux pas », ton cerveau accepte ça comme vrai et arrête de chercher des solutions. Si tu dis « c'est difficile mais je peux essayer », ton cerveau reste ouvert aux possibilités. Les stoïciens étaient très attentifs au langage. Ils savaient que les mots que tu utilises affectent comment tu penses. Épictète disait de ne jamais dire « j'ai perdu quelque chose », mais plutôt « je l'ai rendu ». Ce changement de langage change ton expérience. Perdre implique que quelque chose t'a été volé injustement. Rendre implique que c'était temporaire dès le début. Même perte, expérience émotionnelle différente. Applique ça à ta vie. Au lieu de « mon partenaire m'a quitté », et c'est « notre relation s'est terminée ». Au lieu de « j'ai échoué », et c'est « cette tentative n'a pas fonctionné ». Ces reformulations enlèvent la charge émotionnelle excessive. Elles ne nient pas la douleur. Elles retirent juste la couche de dramatisation et de personnalisation. Les faits restent, mais l'histoire change. Ton histoire est puissante. C'est l'histoire que tu te racontes sur qui tu es, ce qui t'est arrivé, ce que ça signifie. Cette histoire peut être ton prison ou ton tremplin. Si ton histoire est « je suis une victime des circonstances, ma vie est terrible, rien ne marchera jamais », alors tu es coincé. Cette histoire ne laisse aucune place pour le changement. Si ton histoire est « j'ai traversé des difficultés qui m'ont appris des leçons précieuses, je suis plus fort qu'avant, j'ai les ressources pour affronter ce qui vient », alors tu as de l'élan. Même passé, deux histoires complètement différentes. La différence n'est pas dans les événements, mais dans leur interprétation. Tu penses que ton histoire est fixe, quelle est la vérité objective de ta vie. Mais c'est juste une version parmi d'autres. Tu peux réécrire ton histoire. Ça ne veut pas dire nier ce qui s'est passé. Ça veut dire changer ce que ça signifie. Transformer tes blessures en sagesse, tes échecs en apprentissage, tes pertes en renoncement nécessaire. Cette réécriture n'est pas de la pensée positive superficielle. C'est une reconsidération profonde de ton narratif. Et cette reconsidération peut libérer une énergie énorme que tu gaspillais à maintenir une histoire toxique. Ton identité est construite sur ton histoire. Si ton histoire change, ton identité change. Si tu n'es plus la victime mais le survivant, si tu n'es plus l'échec mais l'apprenti, tout change. Cette transformation identitaire est ce que les crises rendent possible. Elles forcent la destruction de ton ancienne histoire. Maintenant tu peux construire une nouvelle histoire, plus vraie, plus utile. Mais la plupart des gens reconstruisent la même histoire. Ils trouvent de nouveaux détails pour confirmer leur narratif existant. Tu vois, encore une fois, je suis malchanceux. Même nouvelle crise, même vieille histoire. Ose écrire une histoire différente. Une où tu n'es pas le personnage passif à qui les choses arrivent, mais le protagoniste actif qui navigue les défis. Une où les obstacles ne sont pas des punitions, mais des tests de caractère. Les héros mythologiques traversent tous l'épreuve, la descente aux enfers, la nuit noire de l'âme. C'est pas optionnel. C'est une étape nécessaire de leur voyage. Sans l'épreuve, il n'y a pas de transformation, pas d'histoire. Ta crise est ton épreuve héroïque. Ça ne ressemble pas à un film d'action, c'est plus prosaïque, plus douloureux. Mais c'est structurellement la même chose. Tu es dans la partie difficile de ton voyage. Non pas en niant la douleur, mais en reconnaissant sa fonction. Cette crise te force à changer.
Sans elle, tu resterais coincé dans tes patterns confortables mais limitants. La crise est le catalyste qui rend le changement inévitable. Tu peux résister à ce changement et souffrir énormément. Ou tu peux t'y aligner et transformer la souffrance en croissance. La douleur est là de toute façon. La question est, pourquoi paies-tu ce prix? Si tu le paies pour rien, juste pour maintenir le statu quo impossible, c'est tragique. Si tu le paies pour devenir quelqu'un de plus sage, plus fort, plus vrai, c'est un investissement. Voilà la dernière vérité stoïcienne. Tu n'échapperas jamais aux circonstances difficiles. Jamais. Même si tu résous tous tes problèmes actuels, de nouveaux arriveront. C'est la nature de la vie. Alors la vraie question n'est pas comment éviter les difficultés, mais qui vais-je devenir en les traversant? Parce que les difficultés ne cessent jamais. Mais toi, tu peux devenir quelqu'un qui les traverse avec grâce plutôt qu'avec désespoir. Cette transformation n'est pas magique ou immédiate. C'est le résultat d'un entraînement répété. Chaque fois que tu choisis la réponse consciente plutôt que la réaction automatique. Chaque fois que tu vois les obstacles comme des opportunités. Chaque fois que tu reprends ton pouvoir sur ce qui dépend de toi. Petit à petit, ces choix te reconstruisent. Tu deviens quelqu'un qui n'est plus otage des circonstances. Quelqu'un qui comprend que la vraie liberté ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de comment tu y réponds. Les stoïciens n'étaient pas des surhumains. Ils étaient comme toi. Ils avaient peur, doutaient, souffraient. Mais ils avaient développé un cadre mental qui transformait cette souffrance en force. Ce cadre est disponible pour toi. Pas comme une théorie abstraite, mais comme une pratique quotidienne. Distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, accepter les circonstances pendant que tu travailles sur tes réponses. Voir chaque difficulté comme un entraînement pour ton caractère. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait le premier pas. Tu cherches des réponses, tu veux grandir, tu refuses de rester victime. Ce refus est le début de ta libération. Maintenant, le travail commence vraiment. Pas le travail de changer tes circonstances, mais le travail de changer ta relation avec elles. Ce travail n'est jamais terminé. C'est une pratique de vie. Mais voici ce qui se passe quand tu pratiques sérieusement. Les circonstances ne deviennent pas plus faciles, mais toi tu deviens plus fort. Les tempêtes ne s'arrêtent pas, mais toi tu apprends à danser sous la pluie. Tu découvres une paix qui ne dépend pas des conditions externes. Une force qui vient de ton centre, pas de tes accomplissements. Une liberté que personne ne peut te prendre parce qu'elle vit dans ton esprit. C'est ça, grandir en temps de crise. Pas survivre jusqu'à ce que ça passe. Mais utiliser la crise comme le terrain d'entraînement le plus intense de ta vie. En ressortir transformé, forgé, plus authentiquement toi-même que jamais. Les circonstances ont fait leur travail. Elles t'ont mis à terre, exposé tes faiblesses, détruit tes illusions. Maintenant, c'est ton tour. Relève-toi. Apprends. Grandus. Deviens la personne que seule cette épreuve pouvait créer. Tu n'es pas otage des circonstances. Tu ne l'as jamais été. Tu es juste quelqu'un qui avait oublié son pouvoir. Cette crise te le rappelle. Brutalement, douloureusement, mais efficacement. Alors arrête d'attendre que les circonstances changent. Commence à changer ta relation avec elles. Dès aujourd'hui. Dès maintenant. Pas demain quand tu te sentiras prêt. Tu ne te sentiras jamais prêt. Commence quand même. La vie ne devient pas plus facile. Toi tu deviens meilleur. Les défis ne disparaissent pas. Toi tu deviens quelqu'un qui prospère dans le défi. C'est ça le message stoïcien. Brutal mais libérateur. Ton cerveau va résister. Il va chercher 1000 excuses pourquoi ça ne marchera pas pour toi. Pourquoi ta situation est différente. Pourquoi c'est trop tard. Ne l'écoute pas. Ce sont juste les mécanismes de défense de l'ego qui refusent de changer. Change quand même. Un micro-choix à la fois. Une respiration consciente. Une réaction mesurée. Une pensée questionnée. Ces graines minuscules plantées aujourd'hui deviennent la forêt de demain. Sois patient avec le processus. La transformation profonde prend du temps. Tu ne verras pas les résultats demain. Mais dans 6 mois, dans 1 an, tu regarderas en arrière et tu ne te reconnaîtras pas. Et cette crise que tu traverses maintenant, celle qui te semble insurmontable, tu la verras pour ce qu'elle était vraiment, le catalyseur de ta plus grande évolution. Ne sois pas otage des circonstances. Grandis en temps de crise. C'est ton choix. Ça a toujours été ton choix. Si cette vidéo t'a secoué, si tu as reconnu quelque chose de vrai dans ces mots, alors tu es prêt. Prête à arrêter de subir et à commencer à construire. Nous sommes une communauté de bâtisseurs, de gens qui refusent de rester victimes, qui transforment leur crise en tremplin. Abonne-toi à Esprit Stoïcien pour continuer cette transformation. Active la cloche parce que chaque vidéo est un outil pour ta reconstruction. Et surtout,
partage ce message avec quelqu'un qui est au milieu de sa tempête. Parce que parfois, un mot au bon moment peut tout changer. Les circonstances ne définissent pas ta vie. Toi, tu la définis. Maintenant va, et prouve-le.